Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres sortis chez Albin Michel, dont le nouveau livre de Melissa d'Acosta. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler d'une nouveauté avec, comme je vous le disais, le nouveau livre de Melissa d'Acosta qui sort une semaine avant la rentrée littéraire Albin Michel. Mais on va pas parler que de ce livre. Bon, déjà, je vais vous montrer. Il est là, tenir debout, il est trop bien. Mais on va aussi parler de J'aime de Camille Yolaine. Autre format, hein, très court. On va parler du tome 4 du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Et puis, on va parler du tome 2 de cette série que j'aime beaucoup de Vivi Casten. Et je commence justement avec celui-ci. Donc c'est un tome 2, comme je vous le disais, Les Ombres de la Vallée. Il s'agit d'un polar nordique, un polar suédois plus précisément. Le tome 1, c'était Une écharpe dans la neige et il est sorti chez Livre de Poche. Celui-là n'est pas encore sorti chez Livre de Poche, je crois, mais ça va pas tarder parce que le 3e va bientôt sortir chez Albin Michel. J'ai trop hâte. Alors, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon challenge On finit ces séries cet été, même si c'est une expression qui sonne bien, etc. Mais j'avais absolument pas l'ambition de terminer mes séries cet été. Hein. J'en ai trop à lire pour ça, mais en tout cas, j'avais pour ambition d'avancer dans mes séries, et c'est le cas en finissant cette série pour l'instant, momentanément. Disons que je suis à jour. Et quand j'ai lu ce tome, ça faisait un moment que j'avais pas lu le tome 1, donc je m'étais dit, mince, je vais peut-être mettre du temps à me remettre dans le bain, à retrouver les personnages, surtout que je les connaissais pas très bien puisque je les avais vus que dans un seul tome. Et au final, ça s'est très bien passé, j'ai tout à fait retrouvé la mémoire. Je me suis souvenue de ce qui s'était passé avant, du passé des personnages, parce que on est vraiment dans un polar nordique. Donc l'une des caractéristiques des polars nordiques et dans les séries de polars nordiques, c'est d'avoir des personnages qu'on suit dans chaque tome, avec un passé souvent sombre qui va expliquer derrière leur comportement, etc. Et c'est un passé qui marque et qu'on découvre souvent dans le tome 1. Quand c'est une série, ça arrive qu'on découvre ce passé sur la deuxième partie du tome 1, voire le dernier quart du tome 1. Et ensuite, derrière, on continue la série tout en connaissant tout ça parce qu'on l'a vécu dans le tome 1. Voilà, donc je me suis souvenue du passé des personnages, de comment ils se sont rencontrés. Et puis, on a 2 personnages principaux, en fait, 2 policiers. Une qui est arrivée dans l'équipe dans le tome 1, et on voit pourquoi, un qui est là depuis un petit moment. Lui-même a sa vie privée avec sa femme et tout ça, qu'on a déjà suivi dans le tome 1, qu'on continue à suivre dans le tome 2, et vie privée qui est assez difficile. Et puis, elle, on l'a découverte, dès qu'on l'a découverte, en fait, il y avait déjà un passé qui était compliqué, et donc on la retrouve et on la voit évoluer par rapport à ça. Alors je vous dis elle et lui, mais les noms des personnages sont Anna Allander et Daniel Lindskog, qui est inspecteur. Voilà, c'est un duo qui fonctionne super bien. C'est un livre que j'ai adoré. Quand j'ai lu ce livre, je m'étais dit vraiment que ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu de polar nordique. Enfin, c'est tellement ce que j'aime. Et là, on est sur vraiment un polar nordique d'excellente qualité selon mes propres critères. On a des chapitres courts, on alterne entre les personnages, du coup c'est vraiment très rythmé en fait, et il y a ce côté très humain où les personnages sont tellement bien décrits que j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un que je connais, ou de voir la personne à côté de moi qui est en train de me parler. Ça fait vraiment partie des caractéristiques que j'adore dans les polars nordiques. Voilà. On a aussi, ça arrive souvent aussi dans les séries de polar nordiques, d'avoir un peu 2 histoires en parallèle, d'avoir l'enquête en cours et de suivre un autre personnage qu'on connaît pas, et on la suit sur quelques années en fait. Et donc ce personnage qui s'appelle Rebecca, on ne sait pas quel est son lien avec l'histoire, mais on y va. On se doute qu'à un moment donné, elle interviendra dans l'enquête, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et donc on la voit avancer en parallèle, donc c'est très rythmé parce qu'on a 2 policiers,
chacun avec leur vie privée, même s'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Donc on a les moments où ils sont ensemble, on a les moments où ils sont chacun de leur côté. Elle, en plus, elle voit sa sœur, etc. Lui, bah, comme je disais, on le voit avec sa femme. Et puis en plus, on a ce personnage, Rebecca, qui vient de je ne sais où. Mais du coup, bah, chapitre court et on alterne entre tout ça. Donc voilà, très très dynamique. Avec des petits suspens à la fin de certains chapitres. Voilà, donc moi j'ai adoré, vraiment ça me donne très envie de découvrir son autre série avec laquelle elle a été connue. Je ne sais pas si cette série a un nom et si je peux le trouver ici. Non, c'est pas mis, mais c'est la série avec la Reine de la Baltique, etc. Ça m'a donné très envie de découvrir cette série-là parce que c'est vraiment super bien écrit en fait, ou super bien traduit. Mais c'est excellent. Enfin, de toute façon, côté polar suédois, il n'y a pas à dire. Hein. Enfin, moi j'adore les polars islandais, j'adore les polars norvégiens, j'adore les polars danois. Mais les polars suédois, c'est quand même quelque chose. Enfin, voilà. C'est là où il y en a le plus déjà. Et globalement, ils sont très bons. Voilà, donc c'était Les Ombres de la Vallée de Vivek Casten que je vous conseille. Tome 2, si vous voulez le lire, lisez avant Une écharpe dans la neige qui est sorti chez Livre de Poche. Et s'il vous tente, si ce deuxième tome vous tente, eh bien vous pouvez prendre Une écharpe dans la neige chez Livre de Poche et vous attendez. Parce que dans pas très longtemps, il sortira aussi chez Livre de Poche. Voilà. Je vais continuer avec la star de cet épisode, Tenir debout. Tenir debout. De Melissa d'Acosta, son nouveau livre qui sort le 14 août. Donc comme je le disais, juste avant la rentrée littéraire Albin Michel. Il ne fait pas partie de la rentrée littéraire Albin Michel. Même si on voit déjà sur les réseaux des petits raccourcis, etc. Mais voilà, il sort un petit peu avant. C'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir en service de presse, qui était accompagné en plus de ça. C'est écrit première représentation le 14 août. Et puis à l'intérieur, on a un petit échange avec Melissa d'Acosta qui répond à quelques questions. On a un petit point sur les personnages. Voilà, donc ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ce livre qui a une 4e de couverture très soft. Hein, je vais vous la lire. Jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier? Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte avec une force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir et la soif de vivre malgré les épreuves. Point. Donc vous n'avez rien. Et c'est bien. C'est très très bien. Donc moi je vais essayer de ne pas vous en dire beaucoup plus que ça parce que c'est aussi pour cette raison-là que c'est un coup de cœur. Pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert ce livre sans savoir de quoi il parlait. J'y suis allée les yeux fermés, c'est Melissa d'Acosta. Je ne savais pas où j'allais aller et avec Melissa d'Acosta, on peut aller partout. Le champ des possibles est énorme. Quand on regarde tous les livres qu'elle a écrits jusqu'à présent, on peut se dire qu'elle a été sur des terrains totalement différents. Et donc, où va-t-elle nous emmener ? De mon côté, je peux pas dire que j'ai adoré tous les livres de Melissa d'Acosta. Tout le bleu du ciel, par exemple, il a été trop long et un peu lent pour moi. La doublure, c'était vraiment pas mon truc. Mais j'ai adoré Les Lendemains, qui est son tout premier, le tout premier que j'ai lu, mais c'est son deuxième, pardon. Le tout premier qu'elle a écrit, c'est Tout le bleu du ciel. Mais Les Lendemains, c'est avec celui-ci que j'ai découvert Melissa d'Acosta et j'ai adoré. Il est resté numéro 1 dans mes préférences de livres jusqu'à ce que sorte La Faiseuse d'étoiles directement chez Livre de Poche, qui est un livre qui est sorti en partenariat avec l'UNICEF. Et donc, du coup, il y avait Les Lendemains en tête, puis il a été détrôné par La Faiseuse d'étoiles et il est détrôné par Tenir debout, qui est... incroyable, voilà, ce livre il est incroyable. Donc lisez-le sans trop savoir de quoi ça parle. Je peux vous parler d'un thème parce que ça vous allez le voir partout, c'est le handicap. Il y a d'autres thèmes forts. Alors le handicap, il y a l'amour, ça on le sent un petit peu avec ce qu'il y a écrit sur la 4e de couverture. Il y a au moins un autre thème fort dont je ne vous parlerai pas parce que ça arrive tardivement, mais qui est
extrêmement bien abordé et c'est très bien qu'il le soit aussi. Et quand j'ai vu ce thème-là, je me suis dit, waouh, on était déjà sur le handicap en 360, quoi. Vraiment, tout était abordé en fait, rien n'a été oublié. Et malgré le fait que ce thème fort soit présent, Melissa d'Acosta a réussi à en amener un autre qui peut être aussi tabou. Et voilà. Mais je ne dis rien de plus sur ce second thème, faudra le découvrir. J'ai commencé ce livre, je venais de terminer le Bureau des affaires occultes, dont je vous parlerai après, en dernier. Je terminerai avec celui-ci. Et bon, bah voilà, j'y suis allée, comme je vous dis, je me suis pas posé de questions, je ne savais pas de quoi le livre parlait, j'ai pas lu la 4e de couverture, mais vous voyez, même si je l'avais lu, ça m'aurait pas apporté grand-chose. J'y suis allée, et au bout de quelques pages, je me suis dit, mais c'est pour ça que j'aime lire, en fait. Et j'ai vraiment eu cette réflexion qui m'est venue d'un coup. J'étais sur une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais sur une histoire plutôt qui me fait sortir de ma zone de confort. Si on avait eu une 4e de couverture vraiment en lien avec l'histoire et qui nous raconte le début, j'y serais allée, mais en me disant waouh, c'est pas pour moi, enfin moi j'y vais mais c'est pas trop ce que j'apprécie. C'est marrant parce que entre la couverture et entre l'histoire, le début de l'histoire, et même si on vous pitch l'histoire, il y a un côté Agnès Martin-Lugan. Mais quand on les livre, c'est pas du tout du Agnès Martin-Lugan. Elles écrivent très bien toutes les deux, mais c'est pas du tout le même style. Et puis on est sur un pavé, ce qui est pas toujours le cas des livres d'Agnès Martin-Lugan, voilà. Mais on est donc pas du tout sur un livre vers lequel j'aurais été en me disant « Waouh, trop bien, c'est tellement ce que j'aime ». Non, non. J'aurais été vers ce livre si j'en avais su plus en me disant « Je vais tenter ». Mais oui, mais c'est un Melissa d'Acosta. Et en fait, elle a une écriture qui est incroyable. On peut dire ce qu'on veut, on peut... mais il y a... Enfin, il n'y a pas photo, enfin, c'est dingue ce qu'elle écrit, c'est dingue sa façon d'écrire et elle se dénote vraiment parce qu'elle va sur des univers totalement différents. Et du coup, on est à chaque fois surpris de là où elle va parce que ça change à chaque fois en fait. On ne peut pas l'enfermer dans une case, on ne peut pas dire tiens, Melissa d'Acosta, de toute façon, ce ne sera que ce style-là, point. Et quand je prends un livre de Melissa d'Acosta, je cherche ça, ça et ça. Bah non, en fait. Ou alors si on cherche un truc avec les livres de Melissa d'Acosta, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, de découvrir quelque chose de nouveau, d'être surpris en fait. C'est peut-être ça sa caractéristique, c'est de nous surprendre. Vraiment, mais tellement excellent, tellement excellent. Donc, dans ce livre, comme je dis, il y a le handicap, on a un couple, on va avoir l'amour, on va avoir l'amour de ce couple dans le handicap. Je vous dis des mots-clés que je relis entre eux. C'est un livre du coup qui ouvre l'esprit, qui fait sortir de sa zone de confort en ce qui me concerne et qui ouvre l'esprit parce que les personnages sont extrêmement bien décrits. On a deux personnages principaux, on a François et Léo qui est le diminutif d'Éléonore et on va être principalement avec ces deux personnages pendant tout le livre. Il n'y en a pas beaucoup des personnages. Il y a deux personnages principaux, puis il y a quelques personnages secondaires, mais très très peu. C'est un livre pourtant qui est long, qui fait 600 pages. C'est un livre qui a peu de dialogue. Donc pour moi, c'est des caractéristiques d'ennui, si vous voulez. Si on me dit 600 pages, tu n'auras quasiment pas de personnages. Il n'y a pas une intrigue de folie, enfin, on n'est pas sur un roman policier, on est sur une histoire de vie, voilà. On va suivre la vie de deux personnages principalement, pas de dialogue, des pages plutôt pleines. Du coup, j'ai du mal à vous en trouver, mais voilà, c'est plutôt plein. Bon, là, un peu moins, mais c'est comme ça. On a des chapitres, on alterne entre nos deux personnages, Léo et François. On peut alterner au milieu d'un chapitre. Donc c'est là où on va avoir dans la construction le truc qui peut donner du rythme en fait. Le fait d'alterner entre les deux personnages. Mais c'est très intime en fait. C'est très interne. On va vraiment dans le personnage. On va au fond de ses tripes, au fond de ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ses réactions qui parfois peuvent être...
enfin ces réactions liées à des émotions très fortes, des fois de dégoût de soi, de manque de confiance en l'autre, en soi, en l'avenir. Voilà, mais donc en fait ce que je vous dis c'est, mis à part cette histoire dont on alterne les personnages, sinon c'est un livre qui pourrait être tellement ennuyeux, tellement plat, mais non, parce qu'en fait c'est Melissa d'Acosta qui l'écrit, et du coup on a une écriture qui est incroyable, et c'est incroyable justement, c'est impressionnant, parce que comment on peut réussir comme ça, juste à travers une écriture, à nous captiver, enfin c'est fou. Voilà. Je vous parlais avant d'un autre livre, d'un polar nordique, avec vraiment du rythme dans la construction, dans l'intrigue, comme si tout était mis, le paquet était mis pour que c'est bon, ce soit un livre haletant, un vrai page-turner. Et l'écriture aussi doit être au niveau, y compris dans le cas de polar. Mais là, c'est comme si Melissa d'Acosta avait tout misé sur son écriture, avec la justesse des émotions, la justesse sur la psychologie des personnages, et on n'a pas une intrigue, on n'a pas quelque chose d'haletant, on n'a pas un secret de famille, on n'a rien, ne serait-ce que l'envie de suivre les personnages, et la question de comment ça va se terminer en fait, quelle fin a choisi Melissa d'Acosta pour ce livre? Est-ce qu'elle a choisi une fin heureuse, une fin difficile, une ouverture, voilà. Enfin, c'est la question en fait qu'on peut se poser. Mais quand on avance dans l'histoire, on n'avance pas en se disant tiens, comment ce livre va se finir. Non, c'est mais qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre suivant? Comment leur vie va évoluer? Parce que la vie de ces deux personnages, elle est totalement bouleversée. Elle est effondrée. Enfin, tout doit repartir à zéro. En plus, tout se passe à un moment qui était très particulier dans la vie de nos personnages. C'était pas un moment tout simple ou dans une routine, non, quelque chose allait se passer dans la vie des personnages quelques jours après, et voilà, et tout démarre à un moment difficile. C'est un livre qui est très fort émotionnellement. Comme je vous le dis, on va avoir les personnages qui vont réagir de façon, des fois, enfin, François est parfois violent en fait. C'est des personnages qui s'aiment passionnément. Et derrière, ce qui peut donner une certaine violence dans l'amour quelque part, et aussi une violence dans les émotions. Et François, il a un côté qui est un peu sanguin. Enfin, Léo paraît plus lisse, mais en fait, parce qu'ils vont vivre, ils vont aussi évoluer. Et leur évolution, qui peut paraître radicalement différente de ce qu'ils étaient au début, est totalement logique, parce qu'en fait on est tellement bien accompagné dans la compréhension des personnages qu'on comprend chaque choix qui est fait, et donc on n'est pas surpris de les retrouver là quelques centaines de pages plus loin, quoi. Voilà. C'est très fort, c'est très très fort, c'est presque une expérience de lecture, parce que vous allez vivre les questions que vous allez vous poser, et forcément il y a un moment où on ramène ça à nous. Ça fait partie de ce que je cherche aussi dans la lecture. Je cherche à m'évader, mais j'aime bien trouver des petites choses en commun avec mon quotidien, avec des questions que je peux me poser pour m'aider à y répondre, m'aider à y faire face, m'aider, voilà. Et là j'ai refermé ce livre en me disant que tout était possible, et des questions aussi sur jusqu'où on est prêt à aller pour l'autre, jusqu'où on est prêt à s'oublier pour l'autre. Et au final, est-ce que tout n'est pas compatible? Est-ce que aimer l'autre nous oblige forcément à nous mettre à l'écart? Est-ce que penser à soi est vraiment quelque chose d'égoïste? Et enfin bon, je peux pas trop vous en dévoiler, mais la réponse, elle n'est pas si claire que ça, et elle évolue dans le temps aussi. C'est ce qu'on voit avec ce livre.
Voilà. Moi, j'ai refermé ce livre avec une impression comme de respirer, comme si le champ des possibles était bien plus ouvert que ce que je pensais, y compris dans ma propre vie. Je peux pas vous dire que j'ai des gros soucis particuliers, etc. ou je ne sais quoi. Je suis pas dans le même cas que les personnages. Mais en tout cas, on se met parfois des sortes de barrières et ces barrières peuvent sauter. Oui, il y a des choses qui sont difficiles. Parfois, il faut faire des choix aussi. Un choix, ça n'implique pas qu'on part d'une situation imparfaite pour aller vers une situation parfaite. Un choix, ça peut être de choisir la situation qui, à un instant T, comporte plus de positif que de négatif par rapport à notre situation actuelle. C'est toujours une histoire de compromis, en fait. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi à des choses de mon côté tout au long de ma lecture. Et quand on referme le livre, je ne peux pas dire que c'est une sorte d'espoir, mais c'est une impression de pouvoir, en fait. On peut faire ce qu'on veut faire. Il faut juste accepter les conséquences. Et si on les accepte pas, c'est peut-être que c'est pas le bon choix. Mais voilà. C'est un livre qui remue, qui vous embarque, qui est mais tellement beau. Et quand je vous dis ça, c'est pas un livre gnangnan, c'est pas un livre qui vous dit que la vie elle est toute rose, loin de là. C'est humain, c'est terriblement humain en fait. Voilà, c'est un livre dur et beau et en même temps qui fait du bien par les ouvertures, enfin qui fait du bien intellectuellement presque, parce que comme je vous dis, ça fait sauter des barrières, ça sort de la zone de confort, ça ouvre l'esprit, et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Bon, je sais pas si ce que je vous ai dit vous donne envie, vous suffit, parce que c'est très difficile de le décrire davantage, mais en tout cas, je ne peux que vous le conseiller. C'est un coup de cœur pour moi, un total coup de cœur. Tenir debout de Melissa d'Acosta. Je poursuis avec J'aime, J'aime de Camille Yolaine, qui est un livre extrêmement court puisqu'il fait 170 pages et les pages pour le coup sont pas du tout denses, hein, c'est très aéré, ça se lit très vite en une soirée, voire une demi-soirée. Une soirée quand il y avait les JO, sinon une demi-soirée en temps normal. C'est un livre qui va parler du milieu d'Instagram. On a le personnage principal qui s'appelle Lou, qui est une influenceuse, une instagrammeuse, mais Lou n'aime pas qu'on utilise ces termes d'influenceuse, d'instagrammeuse. Sur le côté influence, je comprends, il y a un côté gourou, je trouve. J'influence sur tel ou tel sujet et donc vous allez suivre ce que je vous dis de faire. C'est vrai que je comprends qu'on puisse avoir du mal avec ce terme. J'en avais déjà parlé d'ailleurs sur mon compte Instagram et puis certains m'avaient dit bah, t'aimes pas ce terme mais en même temps c'est comme ça que tu t'appelles. Ce job là c'est comme ça. Voilà, bon, c'est pas mon job principal mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc bref, on est dans ce milieu là. Faut savoir que Camille Yolaine elle-même est instagrammeuse, influenceuse, mais du coup, quelle est la part de Camille Yolaine dans Lou et qu'est-ce qui est de la fiction? Et donc quand Lou explique qu'elle n'aime pas les termes d'instagrammeuse, influenceuse, j'ai eu l'impression que c'était le cas de Camille Yolaine. Donc quand on lit le livre, on a l'impression que Lou et Camille Yolaine sur certains points. Moi, je ne la suivais pas. C'est pas voilà, c'est pas le style de conte que je suis, un peu de lifestyle, etc. Enfin, voilà, c'est pas trop ce que je suis. Je suis principalement des personnes qui partagent sur la lecture sur mon compte principal et des gens qui partagent sur le tricot sur mon compte tricot. Mais voilà, c'est quelqu'un, Camille Yolaine, qui a énormément de succès sur les réseaux sociaux. Et quand elle parle de certaines photos de Lou, on les retrouve un peu sur le compte de Camille Yolaine. Pareil, il y a des petites choses qui sont dites, comme quoi, bah, en fait, Lou se maquille très peu, parfois juste un petit peu de mascara et puis du rouge à lèvres, ce qui est le cas de la photo de Camille Yolaine. Donc voilà, c'est pas toujours évident de distinguer Lou et Camille Yolaine. Et en même temps, Camille Yolaine n'est pas tendre avec Lou. Elle n'est pas tendre sur le côté influence. Il y a des choses où elle va être vraiment... Enfin,
très honnête. Alors c'est pas dénoncer les réseaux sociaux, c'est plutôt dire ben voilà en fait Lou elle est appréciée parce que sur son compte Instagram elle a des photos d'un tel naturel et mais en fait Lou elle sait très bien comment faire ses photos. Enfin elle sait très bien ce que les gens aiment, ont envie de voir, comment les faire rêver. Et elle est prête à prendre 10, 15, 20 fois la même photo dans des angles différents, pour que ce soit parfait pour elle. Elle peut très bien s'attacher à des gens qui la serviront pour qu'elle puisse grimper sur les réseaux sociaux. Et il y a un petit tacle sur TikTok, dans des soirées d'influence. Il y a des petites choses vraiment, enfin quand on lit le livre, on s'attache un peu à Lou, mais elle n'est pas parfaite du tout. Hein. Elle a un petit côté piquant et pas forcément très agréable et qui est là. Enfin, elle sait ce qu'elle vaut, quoi. Enfin, et ce qu'elle vaut, c'est son nombre d'abonnés. Et donc, elle sait qu'elle vaut mieux que d'autres qui ont beaucoup moins d'abonnés qu'elle. Et donc, elle est pas dupe sur le fait que si on l'approche, c'est pour telle ou telle raison. Voilà. Donc, on a Lou d'un côté. Mais on a un autre personnage de l'autre qui adore Lou et qui aimerait énormément la rencontrer et qui arrive à provoquer une rencontre liée au hasard. Alors, c'est ce qu'est censé penser Lou, mais c'est pas du tout lié au hasard. C'est-à-dire que cette personne, mais je me rappelle plus de son prénom, Diane, voilà. Diane, en fait, elle est tellement fan de Lou qu'elle a scruté toutes ses photos et qu'elle voit qu'elle prend son café à tel endroit, tel jour, telle heure, et qu'elle doit du coup habiter dans ce quartier-là. Et donc, elle connaît toutes les habitudes, toutes les habitudes. Et donc, à force, eh ben, elle a réussi à provoquer une rencontre. En plus, Diane, elle est photographe, ce qui va bien sûr intéresser Lou parce que dans des soirées, bah, c'est cool d'avoir en plus une photographe qui ne sera là que pour prendre Lou en photo. C'est marrant parce que quand il y a des +1 lors d'événements littéraires, c'est pas le +1, il profite autant que la personne qui est là. J'avais pas en tête qu'on pouvait inviter un +1 qui n'était là que pour créer le contenu de la personne qui l'avait invité. Voilà. Moi, j'invite quasiment jamais des +1 aux événements littéraires. Mais à méditer. Non, mais je rigole, mais c'est ça aussi qui est dit dans le livre, en fait. Donc c'est assez prenant parce que forcément c'est un monde qu'on connaît et donc même si Bookstagram est loin de ce milieu-là, on va en savoir plus déjà sur les personnes qui ont autant d'abonnés, autant de centaines de milliers d'abonnés. Ce qui n'est pas du tout mon cas, donc on en sait plus. Est-ce que ça donne envie, est-ce que ça donne pas envie? Bon, je pense qu'on est assez d'accord sur cette question-là, surtout après avoir lu le livre, et puis surtout sur ce qui est partagé, parce que c'est pas du tout le même milieu. Enfin, quand sur Bookstagram, on est plutôt là pour mettre un livre en avant, pour donner son avis, etc. Là, on est dans un autre monde où sur les réseaux, l'objectif, c'est de montrer son rouge à lèvres, et puis un petit peu après, de montrer qu'en fait, c'est telle marque, et puis de rouge à lèvres, et cette marque-là, en fait, c'était un partenariat rémunéré, blablabla. Enfin, voilà, c'est autre chose en fait. Sur Bookstagram, les gens vont s'agacer que faut faire une belle photo, c'est vraiment pénible, si on fait pas une belle photo, notre compte n'a pas de succès, etc. Alors que le plus important, c'est de lire la légende. Sur Bookstagram, on peut voir ces comportements-là, enfin ses avis, ses commentaires. De toute façon, si je fais pas une belle photo, l'algorithme m'en voudra, blablabla. Faut pas oublier que, et ce livre nous le rappelle avec ce style d'influence, lifestyle et tout, qu'en fait Instagram c'est un réseau social de photos. Donc en fait c'est pour ça qu'on voit une photo et qu'on a 2 lignes écrites et ensuite on appuie sur un petit plus pour voir toute la légende. Et sur Bookstagram on détourne ça pour utiliser la légende en mettant notre avis. Mais c'est pas fait pour ça. C'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour montrer quelque chose. Donc c'est vrai que tout ce qui est lifestyle s'y prête totalement bien puisque voilà, une photo d'un cocktail au bord de la plage, d'un petit café sur une terrasse parisienne, de ci, de ça, ça donne une ambiance, ça donne quelque chose. Il n'y a pas besoin d'une légende de folie.
peut-être pour dire qu'on est invité par telle ou telle marque dans ce milieu-là. Mais voilà, et en fait, à la base, bah, c'est peut-être ça Instagram, plus que de vouloir à tout prix mettre des légendes à rallonge pour pouvoir donner notre avis quand on n'est pas content, parce qu'on est sûr que les gens n'ont pas lu la légende. Enfin, bon. C'est ce que... Alors, je ne râle pas après l'algorithme, je ne râle pas après tout ça parce que ça m'agace énormément. Quand il y a zéro remise en question, etc. Enfin voilà, il y a un moment donné, ça m'agace énormément. Et puis je pense que Instagram est un tel géant qu'il ne cherchera pas personnellement à me nuire. Et il m'a pas géolocalisé en disant tiens Magdalena, je vais faire en sorte que je vais la pourrir en fait, parce que il y a une photo qu'elle a faite, elle était pas bien, ou il y a un tel jour, elle a oublié de poster le soir, ou voilà. Donc je ne suis pas du tout dans ce truc-là, mais derrière, oui, ben les photos, en fait, j'aime bien faire certaines photos parce que ça me plaît, moi, en fait, parce que c'est un compte Instagram aussi que pour moi, enfin, si ça me plaisait pas, j'arrêterais. Je poste 2 fois par jour, donc il faut un minimum de motivation. Et oui, mon avis, je le mets en fait en blabla, en légende. Vous pouvez trouver des caractéristiques sur le livre, mon avis, une citation, parce que je relève beaucoup de citations quand je lis des livres, que je mets sur Babelio si ça vous intéresse, et je mets le résumé parce qu'en général les gens ont la flemme d'aller chercher le résumé, donc je le fais et comme ça c'est mis dans l'avis, dans le blabla. Mais j'ai tout à fait conscience qu'on est dans un monde qui va vite, etc. Et que si j'utilisais toute ma légende pour écrire un beau texte, etc., bah il y a de grandes chances pour que ce soit pas lu. Et puis en même temps, je suis pas une littéraire, je suis pas trop ça, donc ça ne me plairait pas non plus. Mais voilà, enfin, on est tous différents, faut juste se dire qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, et accepter que le réseau social sur lequel on est, c'est un réseau social de photos, avec aussi des réels, donc des vidéos, mais c'est visuel en fait. Voilà, bon, c'est une parenthèse, mais je trouve que ce livre le replace... Alors, non pas parce qu'en fait le livre crache sur les bookstagrammeurs, ce serait dommage. C'est une influenceuse qui écrit un livre, bon elle compte un peu sur les bookstagrammeurs, enfin c'est pas qu'elle compte sur les bookstagrammeurs, elle a un assez gros compte, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'influence, qui sait comment ça fonctionne, et qui donc va pas cracher sur les personnes qui pourraient faire de la publicité sur Instagram pour son livre, bien évidemment. Mais derrière ça, enfin je trouve que ça replace un peu les trucs, parce que ouais, c'est pas du tout mon milieu d'influence, mais et voilà, c'est un milieu qui n'est pas du tout le mien globalement, et que je vais pas rechercher, y compris quand on a des comptes Bookstagram qui vont un peu mélanger ce truc-là, ou enfin voilà, il y a un côté, on n'est pas sur la même authenticité non plus, on n'est pas sur le même truc, mais en même temps, c'est pas illogique, c'est un milieu qui est certainement au contraire plus logique pour Instagram que Bookstagram. Voilà. Bref, c'était des réflexions comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que justement, ça mène à ce style de réflexion. C'est un livre qui est vraiment prenant, qui est assez révoltant. On n'est pas 100% sur les dangers des réseaux sociaux, même si on a la fameuse Diane qui retrouve Lou, qui veut avoir sa vie, qui la suit partout et qui fait comme si de rien n'était, enfin bref, et qui va un peu goûter à ça. Et d'ailleurs, Lou lui dit, bah tu vois là, je te partage en story, bah surveille tes abonnés, tu vas voir comment ça va grimper comme je t'ai partagé en story. Et c'est prétentieux peut-être, mais c'est pas faux non plus. C'est au contraire, c'est être très réaliste. C'est se rendre compte de tout ça. Après, voilà, il y a aussi un monde au-delà, etc. Mais c'est intéressant. Enfin, je trouve ça intéressant parce que, d'autant plus que c'est un livre écrit par une influenceuse, donc qui du coup, connaît tous ces codes-là et qui va aussi être piquante avec tout ça, et c'est assez, ouais, enfin c'est très intéressant. Comme je vous dis, ça revient à la question du début. Dans Lou, quelle est la part de Camille Yolaine et quelle est la part de fiction ou d'inspiration d'autres influenceuses. C'est vraiment intéressant. Donc je ne peux que vous le conseiller parce que déjà il se dévore et puis voilà, il pose quelques questions. Alors c'est pas non plus un livre qui est là sur... Enfin c'est une fiction, on n'est pas sur donc que sur les dangers d'Instagram, on n'est pas que sur le monde de l'influence, on est voilà sur une histoire assez courte mais en même temps qui fait largement le job parce que j'en parle beaucoup sur tout ce à quoi j'ai pu penser lors de ma lecture. Voilà, c'était J'aime de Camille Yolaine. Et je termine avec le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes que j'ai lu également dans le cadre de mon challenge
On finit ces séries été 2024. Pour info, ce livre ainsi que les 3 premiers tomes, donc les 4 tomes, sont disponibles en livre audio chez Lizzie sur Nextory. Et donc, vous avez en barre d'infos mon lien pour avoir 45 jours offerts sur Nextory si ça vous intéresse. Donc voilà, pensez-y, toute la série est disponible. Et ce sera aussi le cas de Tenir debout de Melissa d'Acosta qui sort en même temps que le livre en audio via Audiolib, enfin chez Audiolib, et que vous pouvez aussi retrouver sur Nextory, donc toujours avec mon lien en barre d'infos pour avoir 45 jours offerts. Alors, cette série, eh bien, je me souviens très bien de quand je l'ai découverte. C'est une série policière, historique, scientifique, et ça a été une sacrée découverte quand j'ai lu le tome 1 il y a quelques années. C'est un livre qui était sorti d'ailleurs quasiment en même temps que l'avant-dernier livre d'Anne-Gaëlle Huon, et chez Albin Michel, parce que je crois que j'avais les deux dans le même paquet, ou pas loin, enfin bref. Et c'était assez dingue parce que quand on vous dit waouh, j'ai lu une série, le premier tome d'une série policière, historique, scientifique, je pense qu'on a les 3/4 des gens qui font oh, oh sérieusement, oh historique, oh puis scientifique en plus, oh. Ouais, mais en fait, c'est quand même une série qui a eu du succès. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé avec Éric Fossier. Enfin, je me demande si je lui pose pas la question ou si j'aborde pas le sujet à chaque fois que je le vois. Je trouve ça assez fort parce qu'en fait, sur le papier, on pourrait se dire les Français n'aiment tellement pas les sciences. Les Français sont pas toujours très bons en histoire. On est sur une période historique, en plus 1830 en France. Je sais pas si tout le monde pourrait dire comme ça, ah si, en 1830 en France, il se passe ça, 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 ça et ça. Ça aurait été 40 ans plus tôt, ouais, ok, c'est bon. On l'a, on sait. Ça aurait été 80, 70, 80 ans après, ouais, c'est bon, on l'a, on a nos repères et tout. Mais là, 1830, c'est autre chose. Et c'est volontairement une période qu'Éric Foissy a choisie parce que c'est une période qui est un peu entre deux et qui pour lui est une période parfaite. Il a écrit d'autres romans historiques à des moments un peu comme ça où il y a une sorte de flottement au niveau gouvernement et donc c'est là où c'est parfait pour commettre un meurtre et par la désorganisation générale avoir quelques difficultés pour résoudre ce meurtre. Je trouve que la partie scientifique était vraiment très présente dans le tome 1 et l'est de moins en moins. C'est dommage parce que dans le tome 1, quand je dis que c'était une série scientifique, c'est qu'on avait toutes les sciences, y compris les mathématiques. Et moi qui travaille dans les maths, qui ai fait des études de maths, je suis contente parce que quand on parle de sciences, on va penser à la biologie, on va penser à la physique-chimie, et puis les maths, on l'oublie. C'est la base de tout, on ne pourrait pas faire de sciences sans maths, voilà, c'est notre base et puis dessus on construit des choses avec d'autres matières éventuellement, d'autres domaines scientifiques, mais voilà, c'est aussi pour ça que ça m'avait marqué. Et puis bon bah ça on le sent beaucoup moins, en toute honnêteté c'est pas mon préféré, c'est peut-être le tome que j'ai le moins apprécié, pourtant on a 2 enquêtes en parallèle dans 2 lieux différents. On a donc le bureau des affaires occultes qui est composé de plusieurs personnes dont Valentin Verne. On a certaines personnes qui sont restées à Paris et qui vont mener une enquête et en parallèle on a Valentin Verne qui est parti en Vendée pour une enquête spéciale. C'est pareil, alors moi la Vendée je connais bien pour y avoir passé toute mon adolescence, je la connais bien aussi pour beaucoup d'autres raisons. Et alors la Vendée en 1830, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Bien sûr que j'ai entendu parler des guerres de Vendée, même si j'ai passé mon adolescence en Vendée, c'est pas un point qui était beaucoup plus abordé que ça en histoire, hein, il n'y avait pas un énorme focus sur les guerres de Vendée. J'en ai plutôt appris davantage en allant au Puy du Fou il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle d'une animation, enfin depuis on y est retourné, mais d'une animation qui était dans une sorte un peu de grotte avec des bruits et tout qui refaisait les guerres de Vendée. Avec j'avais traversé ça avec ma grand-mère qui du coup m'expliquait en fait tout ça. Mais les guerres de Vendée, c'est pas 1830. Donc du coup, j'ai vite recherché ce qui s'est passé là-bas à ce moment-là. Et en fait, bah, il y a eu principalement les guerres de Vendée. Bon, on parle de mots plus forts hein, pour ce qui s'est quand même passé en Vendée. Bon, enfin, guerre de Vendée aussi, on allait souvent avec mes parents à la Chaboterie.
Il y a des choses très impressionnantes d'ailleurs là-bas. Mais bon, j'ai pas une connaissance incroyable dessus. Et donc, les guerres de Vendée, c'est principalement pendant la Révolution. Et donc, pourquoi en 1830 on parle encore de la Vendée? En fait, il y a eu beaucoup de choses pendant la Révolution, mais en fait, il y a eu d'autres moments et où il y a eu des soulèvements, dont un en 1832. Et donc, on est dans cette zone-là, justement. Voilà. Donc c'est intéressant par rapport à ça, il y a quelques villes qui sont mentionnées, dont certaines que je connais très bien, mais c'est pas un livre sur ça. J'en ai pas appris davantage en fait. On rencontre des personnes qui ont réellement existé dans le livre, on va savoir 2-3 petites choses sur elles, mais c'est des personnes qui ont réellement existé et qui vont participer à l'intrigue avec Valentin Verne, etc. Donc en fait, j'ai vu des vraies personnes dans le livre, mais dans de la fiction. Et donc j'ai pas une meilleure connaissance de tout ça en refermant le livre. Un tout petit peu, mais pas autant que ce que je pensais, et en même temps, c'est pas un livre historique non plus. C'est pas un livre 100% historique non plus. Voilà, mais bon, c'était intéressant, puis le fait d'avoir comme ça une enquête à Paris, une enquête en Vendée, ça permet d'avoir un rythme aussi, et de bien enchaîner. Voilà, même si le début de ce livre était un petit peu long, c'était un petit peu long à se mettre en place, mais une fois que c'était mis en place, c'était intéressant par rapport à ce rythme-là. Voilà, donc ce 4e tome du Bureau des Affaires Occultes, la partie scientifique est moins présente, mais elle n'est pas totalement oubliée non plus. Voilà, c'était donc Le Chant des Maléfiques. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous inspire ces livres, si vous donnez envie de les lire ou pas. Oh, j'espère que si quand même. Non mais là, enfin, même si, comme je vous dis, j'ai un peu moins aimé le dernier tome d'Éric Poissier, moins que les autres, mais ça reste quand même une super série. Et puis, tous les autres livres étaient assez différents et le livre de Mélissa d'Acosta. Crala. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très vite. À bientôt.